Bon, ben, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que, Antoine, tu peux confirmer que tu m'entends? Bon, super. Écoutez, merci. Bonjour à tous pour cette webconférence sur les techniques pour le diagnostic des allergies. Je vous souhaite la bienvenue à tous au nom de l'équipe de CEVA. Mes collègues, Antoine et Sylvia, ont un petit problème technique et donc ne pourront pas intervenir vocalement. Vous avez la possibilité de les voir au niveau vidéo. Voilà, donc bienvenue à tous au nom de l'équipe CEVA. Alors, donc ce focus sur les techniques pour le diagnostic des allergies. On démarre. Je vous propose un plan en 3 parties avec tout d'abord des rappels sur l'allergie et la dermatite atopique, puis l'allergie environnementale et les techniques pour vous aider dans le diagnostic, et enfin la composante alimentaire et les techniques également d'aide, et notamment les nouvelles techniques d'aide dans le cadre du diagnostic. Ensuite, il y aura une place pour les questions. Alors, au niveau rappel sur l'allergie et la dermatite atopique, il faut commencer par repositionner la définition, notamment qui a été donnée par l'ICADA en 2006 de la dermatite atopique chez le chien, en tant que maladie chronique caractérisée par une prédisposition génétique à développer un prurite associé à des signes cliniques caractéristiques, le plus souvent associés à des immunoglobulines de type E dirigées contre des allergènes de type environnementaux ou alimentaires. Je dis le plus souvent car il existe parfois des dermatites atopiques pour lesquelles on ne retrouvera pas d'immunoglobuline E, qu'on appelle atopie-like. Alors cette définition est désormais complétée, notamment par la notion de plurifactorialité. D'un point de vue fréquence, si on regarde cette fréquence, c'est une étude Biosat d'octobre 2017 repositionne cette fréquence de consultation. 24% des consultations sont représentées par la dermatologie et 40% de ces 24% représentent les causes allergiques ou de dermatite atopique, ce qui fait finalement une fréquence de 10 à 15% des cas de consultation que vous voyez. Et c'est confirmé également, notamment par Ilié, Halliwell et le docteur Olivry, pour une prévalence relativement similaire chez le chat. Alors, on parle de plurifactorialité, et au niveau des allergènes en cause, dans la dermatite atopique, c'est de même. Et j'ai repris le schéma du docteur Olivry, qui est basé sur une étude de 2003-2004 sur 83 chiens allergiques non saisonniers, où on retrouve l'imbrication des 3 principales composantes, notamment dans 71% des cas, la composante environnementale, dans 52% des cas, la composante alimentaire, et la composante puce dans 9% des cas, mais bien sûr, on va retrouver notamment une imbrication de certaines causalités, notamment environnementales et alimentaires, dans le cas cité, dans 20% des cas. Ce schéma est relativement important. D'un point de vue principaux allergènes environnementaux qu'on appellera aéroallergènes, eh bien, on retrouve des allergènes dits non saisonniers, comme les acariens de maison, avec principalement Dermatophagoides farinae, que l'on retrouve dans certaines études avec une prévalence de 71% chez les chiens atopiques, et Dermatophagoides theronicinus. On retrouvera également des allergènes de type non saisonnier, fonction de l'habitat, comme les pollens de graminées, bien que ceux-ci peuvent être aujourd'hui un peu pondérés d'un point de vue saisonnalité, puisque le nombre d'allergènes présents notamment au sol au niveau des pollens de graminées fait qu'on peut quasiment les considérer non saisonniers, pardon. Et on retrouvera également donc des pollens de type arbre ou herbacées. Je vous renvoie notamment sur le site du RNSA, qui présente tout à fait bien une cartographie actualisée des pics de pollinisation, département par département. Et on retrouve, par exemple, sur les cas actuels, en ce moment, il y a un pic de pollinisation relativement important au pollen de cyprès dans le sud de la France. Au niveau des allergènes de type alimentaire, que l'on appellera trophallergènes, si on se rappelle que 10 à 50% des chiens présentant une dermatite atopique ont une composante alimentaire, eh bien, effectivement, ce sont des allergènes relativement importants. Il s'agit d'allergènes
de type glycoprotéique, souvent résistants en milieu acide, d'un poids moléculaire d'environ 10 à 70-80 kDa, issus d'aliments de type ménager, mais également qu'on retrouvera dans les aliments industriels transformés, comme les croquettes ou les pâtés, dont l'allergénicité est modifiée. Alors, une étude qui avait été menée notamment par le docteur Olivry montrait qu'il existe surtout des allergènes ou des trophallergènes en majorité à la protéine de bœuf pour le chien, au niveau des produits laitiers et au niveau du poulet. Chez le chat, on retrouve principalement le bœuf, le poisson et le poulet. Alors, ces fameux IgE qui font partie de la définition de la dermatite atopique, eh bien, il faut savoir que le taux d'IgE du chien atopique est équivalent au taux d'IgE du chien sain. Et c'est entre autres, et notamment en raison de l'existence d'IgE dites non pathogènes, comme par exemple contre Toxocara, qui ont été relevés. Et je vous renvoie à l'article de Claude Favreau, paru dans Vetderm en juin 2018. Alors, il en résulte que le dosage de ces IgE total, qui est parfois proposé dans le cadre de l'atopie, finalement n'apporte rien. Et il y a plutôt consensus, notamment au niveau de l'ICADA, pour la pertinence des immunoglobulines E de type spécifique. Alors, si on s'intéresse à la composante environnementale, eh bien, on parle très souvent de sérologie ELISA. Pour mémoire, l'ELISA, il s'agit donc d'un dosage par immunoabsorption par enzyme liée. On va rechercher, dans le cadre d'allergies environnementales, finalement des immunoglobulines de type spécifique d'allergènes grâce à cette méthode et notamment par la détection par anticorps secondaires de type monoclonaux ou bien de cocktails de monoclonaux, mais également grâce à des technologies qui font appel au récepteur Fc-epsilon-R1. Alors, quand on regarde le schéma au centre et qu'on voit la proportion d'IgG par rapport aux IgE dans le sérum, il est clair qu'il faut privilégier des techniques qui ont une affinité pour les IgE, mais qui ne présenteront pas de réaction croisée non spécifique avec les IgG. Donc, il ne faudra pas privilégier les techniques qui seront encore basées sur des anticorps de type polyclonaux. Je vous rappelle que les tests ELISA ne présentent pas la possibilité de poser un diagnostic. On verra dans quel cadre les utiliser. Alors, cette sérologie ELISA, eh bien, c'est aujourd'hui admis, c'est très simple et relativement rapide à mettre en œuvre. Une simple prise de sang, du sérum ou du plasma collecté donne les mêmes résultats et les études le montrent. Un envoi par la poste, puisqu'on a pu constater une stabilité des immunoglobulines E dans le temps et à la chaleur. C'est notamment le cas sur une étude que je présente en bas à gauche, interne au niveau de SEVA, sur un pool de sérum positif à Dermatophagoides farinae que l'on a suivi sur 12 jours à deux températures différentes, au frais de 8 degrés et à 37 degrés en étuve. On remarque qu'on ne voit pas de diminution de la détection des IgE. Donc, d'un point de vue sérologie ELISA, eh bien, ces tests sont utilisés chez le chien ou le chat pour confirmer la sensibilité aux allergènes en cause. Éventuellement, lorsque cela est possible pour mettre en place une éviction, il existe quelques études qui font la démonstration d'une relative efficacité de certains acaracides, mais c'est également parfois possible pour certains pollens. À titre informatif pour le propriétaire, pour choisir les allergènes à inclure dans le cadre de la désensibilisation, ou bien pour moduler un traitement si les allergènes retrouvés sont principalement saisonniers. Aujourd'hui, on peut considérer, et notamment l'ICADA le relève, les technologies de type sérologie IgE spécifique équivalentes aux tests d'intradermoréaction. Au niveau praticité, il est vrai que ces sérologies ELISA ne présentent pas d'interférence avec les antihistaminiques, par exemple, la cyclosporine, les corticoïdes, l'oclacitinib ou le lokivetmab.
et c'est relativement pratique. Ce test peut être fait à tout moment, contrairement aux intradermoréactions qui nécessiteront souvent la mise en place d'un wash-out. J'ai remis au centre un tableau qui reprend les durées d'arrêt de traitement en fonction des techniques de test, intradermoréaction ou sérologie IgE, que vous pourrez télécharger avec la présentation. Il faudra tenter de privilégier, lorsqu'on parle d'allergie saisonnière, un prélèvement au moment du pic de pollinisation. Alors, les allergènes qui sont proposés, en règle générale, à tester, eh bien, il s'agit de panels d'acariens et de pollen. Chez Ceva, par exemple, eh bien, on propose un panel standard de 31 allergènes regroupés dans 24 groupes. Ces panels incluent les allergènes les plus communs en France et on trouvera notamment des acariens domestiques, des acariens de stockage, des pollens de graminées, des pollens d'arbres, des pollens d'herbacées et quelques allergènes à titre beaucoup plus informatif qu'en général, on ne décidera pas d'inclure dans les sensibilisations, comme les moisissures, les levures, les épithéliums et les insectes. Au niveau du principe de ce test sérologique ELISA, il s'agit en fait de la fixation de l'allergène dans sa forme native au niveau de la plaque ELISA, puis on viendra mettre en réaction le sérum de l'animal qui contient ou pas ces fameuses IgE spécifiques d'allergènes, puis on viendra révéler la présence d'IgE grâce à un système de sandwich avec des anticorps de type monoclonaux ou des récepteurs qui viendront ensuite donner une réaction colorée par un système d'amplification, dans notre cas, biotine-avidine couplée à une phosphatase alcaline. La présence du substrat donnera une réaction colorée qui sera proportionnelle à la concentration en IgE spécifique dans le sérum de l'animal. À titre d'information, il faut savoir que sur le laboratoire que je gère au niveau du campus de Biovac, nous traitons environ pour Ceva 300 échantillons par semaine. Alors, il est très souvent dit, et c'est tout à fait vrai, que, hélas, ces technologies ne sont pas standardisées. Il existe un groupe au niveau de l'ICADA qui travaille ou qui réfléchit à ces standardisations. Et faute de standardisation, Ceva, depuis relativement longtemps, a décidé de participer à des tests inter- et intra-laboratoires avec 6 autres laboratoires européens et américains, dont la majorité des études et des résultats ont été publiés depuis 2009, 2012, 2015 et 2016. Le but est de pouvoir étayer la reproductibilité et la répétabilité de ces méthodes que nous utilisons. Bien entendu, il est également très important de vérifier que les laboratoires respectent les normes de qualité sur la gestion des prélèvements et les normes vétérinaires de technique ELISA. Alors, d'un point de vue rendu de résultats, c'est sérologie ELISA IgE spécifique. La lecture en est relativement simple. Si on prend un exemple de rendu de résultats que nous rendons chez Biogenix, eh bien, la lecture est faite sur un seuil de positivité supérieur à 150 unités ELISA d'absorption. Ce seuil est un seuil technique qui permet de détecter un taux relativement bas d'IgE, de l'ordre de 10 picogrammes d'IgE spécifique, et également qui a été établi sur un seuil de confiance par rapport à des méthodes à forte affinité pour les IgE, utilisant notamment le récepteur Fc-epsilon-R1. Ces résultats sont rendus sous 7 à 10 jours et sont validés en interne par un vétérinaire. Enfin, il est, dans le cadre de l'allergie environnementale, parfois proposé de pouvoir tester également les sérologies GAL de manière à exclure un diagnostic en cas de forte suspicion clinique ou d'exclure la possibilité de faux positifs aux acariens. En effet, Sarcoptes scabeyi est également un acarien et on pourra retrouver des réactions croisées avec les acariens, notamment de maison. Alors, si on s'intéresse à la composante allergie environnementale, eh bien, je vous rappelle que le diagnostic est bien entendu établi par l'éviction qui doit être mise en place
pendant 8 à 12 semaines, suivi de la provocation par réintroduction, et que cela reste le seul moyen de diagnostic. Cependant, en routine, ce n'est pas toujours aussi simple. On peut risquer de sélectionner un aliment qui ne conviendrait pas, un aliment pour lequel il y aurait peu d'appétence au niveau de l'animal, ou bien des aliments pour lesquels les animaux vont avoir faim, et c'est parfois le cas avec les aliments très hydrolysés. Et il en résulte peut-être un risque de démotivation du propriétaire. Si l'aliment sélectionné n'a pas convenu, il faudra donc repartir sur une éviction 8 à 12 semaines. Alors, les tests synodial et félidial, eh bien, leur positionnement est tout à fait différent. On n'est pas du tout dans un test dont la valeur serait diagnostique. Ces tests sont là pour vous aider à faire le choix des aliments à inclure dans le régime de désensibilisation, ou bien dans un régime à plus long terme dans le cas d'animaux à composante alimentaire connue. Il faut relever ou noter que ce test est relativement original et unique. Alors, la technologie qui est utilisée est une technologie de type immunotransfert, dite Western blot, et il s'agit donc d'aller détecter des immunoglobulines E spécifiques de trophallergènes au niveau d'aliments ménagers ou bien d'aliments transformés de type industriel après une séparation protéique. Finalement, c'est donc relativement et même très différent des technologies ELISA qui ont pu être proposées, qui étaient basées sur l'analyse de protéines d'aliments de type matière première, de type matière crue, qui ne sont finalement pas forcément consommées par l'animal et qui ne constituent pas, en règle générale, la nourriture habituelle ou quotidienne. Ces technologies ne permettaient pas non plus de prendre en compte les facteurs d'appétence, les produits de charge et un certain nombre d'autres protéines qui sont ajoutées, notamment au niveau des aliments commerciaux. Alors cette technologie, si on la décrit, eh bien, il s'agit d'une méthode qui commence par la préparation d'extraits allergéniques. Ces extraits allergéniques sont préparés à partir d'une base d'aliments qui sont en crocothèque. Nous possédons environ 3 à 4 000 aliments en crocothèque, mais nous pouvons également tester des aliments que vous souhaiteriez sélectionner et que vous nous enverriez si vous ne les trouvez pas dans la crocothèque. Et à partir de ces aliments, nous préparons des extraits protéiques titrés. Et ces extraits protéiques, il s'agit de la deuxième phase, vont être séparés par leur poids moléculaire, donc grâce à une technique électrophorétique. Donc, nous allons séparer les protéines sur un gel par électrophorèse, puis nous allons assurer également ensuite un transfert de ces protéines au niveau d'une membrane. Cette membrane sera mise, et c'est la troisième étape, en réaction avec le sérum de l'animal qui présentera ou pas des IgE spécifiques, et nous réaliserons ensuite une révélation par un système d'anticorps couplé à un enzyme et son substrat. Alors, la révélation se fera par chémiluminescence et on verra, dans le cas de résultats positifs, apparaître la présence de bandes réactives ou pas. Dans la pratique, finalement, face à une technologie qui est relativement complexe, mais c'est très facile et très simple en pratique pour vous, une simple prise de sang, sérum ou plasma, là aussi les études montrent que c'est tout à fait identique. On peut se servir du même prélèvement que pour le bilan environnemental. Il n'y a pas de saisonnalité à respecter ni d'arrêt de traitement à mettre en place. Le prélèvement peut également être envoyé par la poste. 400 microlitres de sérum suffiront et les résultats pourront vous parvenir entre 7 à 10 jours. Alors en pratique, chez le chien, eh bien, le docteur Olivier rappelait que tout chien atopique devrait passer par un diagnostic de l'allergie alimentaire. Effectivement, ça fait partie de la démarche diagnostique conseillée par les experts pour une exclusion ou une confirmation. Chez le chat, il est vrai qu'il est à prendre en compte le mode de vie. Un mode de vie intérieur conviendra tout à fait à une mise en place de ce type de test en vue d'une éviction. Pour un mode de vie beaucoup plus extérieur avec une nutrition ailleurs et ou une chasse, il faudra prendre
en compte cela dans le cas d'une éviction. D'un point de vue fiabilité de ce test, eh bien, je vous renvoie à l'article de Claude Favreau, Jacques Fontaine et Luc Bécaud, qui a été publié en 2017 et qui positionne en tout cas ce test comme utile dans la sélection des aliments à inclure dans le régime d'éviction. Et c'est bien comme ça que nous positionnons ce test chez Ceva. Alors, on pourra tester, et j'en ai déjà un peu parlé, tout type d'aliments consommés par l'animal. Donc, on est sur des croquettes, nutrition sèche, nutrition humide, des pâtés, mais également on pourra inclure les friandises, quelques compléments alimentaires et des aliments de type ménager, crus ou cuits. On conseille en règle générale de tester 5 aliments, dont l'aliment consommé actuellement est suspecté, et des alternatives possibles à proposer pour le régime d'éviction. En cas de résultat positif à l'ensemble des 5 aliments testés, il sera possible de ne retester qu'un seul aliment pour compléter le panel des possibilités. Nous conseillons de ne pas oublier les friandises qui peuvent également être impliquées dans les cas de cause d'allergie alimentaire. Au niveau de la présentation des résultats, là encore, les résultats sont présentés de façon très simple et sont relativement faciles à expliquer aux propriétaires. On trouvera un tableau qui présentera les aliments testés avec est-ce que l'aliment est conseillé ou déconseillé à inclure dans un régime d'éviction. Et également, nous joignons, pour pouvoir bien expliquer aux propriétaires, la photo du Western Blot qui permet de montrer les bandes d'accroche, donc représentées par des bandes foncées qui représentent la positivité au niveau d'immunoglobulines E spécifiques de ces protéines alimentaires. Alors, on peut regarder sur l'exemple que j'ai positionné à droite, eh bien, l'aliment visiblement consommé sur la piste 1 est ressorti positif. L'aliment 2 en alternative est également ressorti positif et on pourra finalement proposer un choix entre l'aliment sur la piste 3, 4 et 5. Et ce choix pourra se faire finalement en fonction de différents critères comme l'appétence, le prix ou autres. Et donc, ça laisse la possibilité de proposer à l'éviction 3 aliments. Les résultats sont bien entendu validés par un vétérinaire en interne. Alors, on arrive au bout de ce séminaire web. En conclusion, il est très important de rappeler que le diagnostic est clinique, que la démarche aujourd'hui recommande d'explorer les composantes environnementales et alimentaires, et que ces technologies d'immunosérologie de type IgE spécifique en ELISA ou bien sur des tests plus originaux et plus uniques comme synodial et félidial, eh bien, ces tests se positionnent pour vous aider ou pour compléter des informations dans le cadre de cette démarche. Enfin, je vous rappelle que le service technique et le service de support de Ceva est à votre disposition pour l'interprétation de résultats, l'explication de résultats, le choix d'allergènes à inclure dans des traitements de désensibilisation, la mise en place de traitements ou des questions techniques. Vous pouvez joindre ce service directement au niveau du service relation client au numéro qui est affiché, ou bien en second plan, vous pouvez avoir accès également au département scientifique animaux de compagnie, où le docteur Sylvia Bonatti vous répondra. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. Alors, je ne vois pas de questions. J'espère que j'ai pu être clair.
Alors, j'ai reçu une question. Combien de temps peut-on garder un prélèvement avant envoi, congélateur ou réfrigérateur? Alors, on conseille simplement de garder au réfrigérateur les prélèvements avant envoi. Comme vous avez pu le constater, il y a une très bonne stabilité des IgE, mais ne serait-ce que pour éviter des risques de contamination des sérums ou des plasmas, il est préférable avant envoi de les garder au frais. Alors, il y a également une question sur est-ce que l'on peut tester un aliment qui ne serait pas dans la liste qui est proposée? Et je ne l'ai pas rappelé, mais nous avons donc une liste d'aliments disponibles sur le site internet de Ceva. Oui, il est tout à fait possible de tester un aliment qui n'est pas dans la liste, euh, soit en nous envoyant un échantillon de cet aliment et donc nous réaliserons l'extraction protéique à partir de cet aliment que vous avez envoyé, soit c'est un aliment qui est référencé et nous pourrons y avoir accès également. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois que des questions sont en cours. Alors, il y a des questions sur la positivité aux oliviers chez des animaux qui vivent dans l'Est alors qu'aucun olivier n'est présent. Alors, il y a parfois des, euh, des arbres que l'on retrouve plantés, même des oliviers. Et il y a également une polysensibilisation lors des déplacements de l'animal ou si l'animal a rencontré le pollen, peut-être lors d'un voyage. Là, j'ai pas forcément de réponse à cela. Il y a eu une trace de sensibilisation à ce pollen. Le critère de choix dans les aéroallergènes, si tout est positif, quand on a plus de 5 en désensibilisation. Ce qui est plutôt recommandé, c'est d'inclure d'abord les allergènes non saisonniers de type acarien de maison, Dermatophagoides farinae notamment, qui est un acarien important, puis les pollens de graminées et les pollens d'herbacées ensuite. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y a une question sur la valeur prédictive des tests. Alors, il faut savoir que ces tests ne sont pas des tests diagnostiques, hein. Des études ont été faites notamment sur synodial. Alors, il existe des valeurs prédictives positives et négatives. Valeur prédictive positive du test, 62%. Valeur prédictive négative du test, 80%. C'est ce qui est aujourd'hui rapporté sur ce test. Bien à savoir que nous positionnons ce test, nous, sur l'aide au choix du régime de désensibilisation. Au niveau des tests sérologie ELISA, c'est la même chose, hein. Il ne s'agit pas de tests diagnostiques. Sur la méthode que nous utilisons, il avait été fait une étude sur 7000 animaux, je crois, et il sortait 75% de valeurs prédictives positives. Bon, c'est les valeurs aujourd'hui qui sont publiées pour ce test. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors,
Pour le régime d'éviction, avant de faire un test sanguin, conseillez-vous plutôt des aliments avec des protéines hydrolysées ou des aliments avec des nutriments inconnus que l'animal, par l'animal traité? Donc, en règle générale, il vaut mieux effectivement prendre des aliments que l'animal n'a pas rencontrés. On trouve également dans des aliments industriels, des aliments à base de protéines de type ou de viande de type kangourou ou autre, euh, qui peuvent également être utilisés. Euh, bon, je n'ai pas forcément un conseil là-dessus, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, je pense qu'on arrive au terme, il est 13h30. Je vous propose, s'il y a d'autres questions, eh bien, elles seront notées et nous vous répondrons. Sinon, bien voilà, je renouvelle de nouveau au nom de toute l'équipe de CEVA nos remerciements pour votre participation à cette présentation. Et je vous dis à bientôt.